Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Parège pour un nouveau numéro de Sans Filtre, le rendez-vous politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèges de nous accueillir et de nous permettre une nouvelle fois de poser ici nos caméras. Permettez-moi aussi de saluer nos fidèles partenaires, Orange, la maison Bianchi. Bonjour Alexandre. Je salue aussi notre partenaire audiovisuel White Vision. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur les réseaux sociaux. Elle sera aussi disponible en format podcast et diffusée également chez nos amis de Moselle TV. Et bien sûr, fera l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire. Un numéro de Sans Filtre un peu particulier puisque nous inaugurons une nouvelle formule. En effet, je ne serai plus seul à passer sur le grill notre invité, mais je serai désormais accompagné d'Aurélia Salinas, rédactrice en chef de la semaine. Bonjour Aurélia. Bonjour Stéphane. Et pour inaugurer cette nouvelle formule, nous accueillons aujourd'hui donc le maire de Famec, président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch et ancien député, Michel Lipgotte. Bonjour. Bonjour Michel Lipgotte, bien installé? Très bien installé, voilà, je vous dirai ça à la fin. Voilà, vous me direz si c'est bien passé ou pas. Voilà. Donc avec Aurélia, Michel Lipgotte, nous avons évidemment plein de questions à vous poser sur votre actualité locale, sur le contexte national aussi qui est assez chargé, sur la gauche aussi, puisque vous êtes membre du Parti Socialiste. Commençons, si vous le voulez bien, par l'actualité nationale. Oui. La France a enfin un budget. J'imagine que, en tant que citoyen, maire, ancien député, c'est quelque chose quand même qui vous satisfait après des semaines et des semaines d'incertitude. Je crois que c'est par défaut. Le mieux serait d'avoir une vraie coalition, mais ça, manifestement, c'est pas rendu possible par nos institutions et le mode électoral actuel. Donc oui, je crois que je me satisfais, comme beaucoup de Français, d'avoir un budget qui permet de mener une politique, sans doute à un minima, mais au moins qui nous empêchera à tous de payer plus d'impôts, par exemple, avec un réajustement du taux, entre autres. Le Parti socialiste n'a pas voté la motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Vous qui avez été député pendant 20 ans, si vous aviez été dans cet hémicycle, qu'est-ce que vous auriez fait ? Je l'aurais pas voté non plus. Je crois que voter une motion de censure, c'est un acte extrêmement grave dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, puisque s'il y avait une majorité alternative, on le saurait, donc on aurait pu effectivement tenter le coup. Mais dès lors qu'il n'y a pas de majorité alternative et qu'on sait qu'on va interrompre le fonctionnement de l'État en quelque sorte et entrer dans l'inconnu, je pense que c'était pas très raisonnable. D'autant que ceux qui déposent la motion de censure ne sont pas majoritaires. Et lorsqu'on vote une motion de censure, c'est parce qu'on a l'idée de remplacer le gouvernement par un autre gouvernement qui, lui, est majoritaire. Et comme c'est pas le cas, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et si on remonte quelques semaines encore en arrière, la précédente motion de censure, vous l'auriez votée ? Je pense que avec Michel Barnier. Oui, contre Michel Barnier. Je peux vous répondre que je n'y étais pas. Donc, le contexte était peut-être un petit peu différent, puisqu'on a bien compris qu'à l'époque, les discussions se faisaient essentiellement avec le Rassemblement national. Et c'est vrai que il faut tenir compte du contexte. Je crois qu'on vote une motion de censure lorsque véritablement ça devient insupportable pour soi-même. Et là, c'était le cas. Ce qui n'est pas le cas manifestement actuellement, puisque a priori, même si c'est un dialogue qui se veut obligé en quelque sorte, c'est quand même un dialogue qui s'est engagé avec le Premier ministre actuel. Ça vous manque la vie parlementaire, l'excitation de l'hémicycle, les débats ? Oui, ça me manque, mais je pense que si j'étais parlementaire, mon mandat local me manquerait également. Donc je pense qu'on a fait la plus grosse des erreurs, nous, en votant l'interdiction du cumul entre les députés et les maires. Parce que pour rappeler, vous ne vous êtes pas représenté en 2017, justement, pour cause de cumul, avec la loi. Par interdiction, en quelque sorte. On m'a signifié que le mandat était terminé. Et j'ai pas pu, effectivement, être un nouveau candidat. Je trouve ça dommage. Même si, effectivement, on peut imaginer que lorsque le cumul des responsabilités nous rend indisponibles, on puisse l'interdire. Là, en l'occurrence, j'ai pas l'impression que je faisais mal mon job de maire et de député. Je reviens juste sur les conditions dans lesquelles le PS n'a pas voté donc la motion de censure. Il y a eu donc des tractations assez longues. Est-ce que vous pensez que le PS aurait pu aller encore plus loin, demander plus Je crois qu'il a demandé plus. Il n'a pas obtenu en totalité tout ce qu'il demandait. Dans une négociation, il faut savoir à un moment donné conclure. Si on ne conclut pas, c'est plus une négociation. Donc on en était là en quelque sorte. On savait très bien qu'on n'allait pas retourner la table complètement. Mais qui est capable de retourner la table aujourd'hui ? À part ceux qui l'annoncent, mais qui ne le feront sans doute pas, parce qu'ils ne sont pas majoritaires dans notre pays. Voilà, la réponse est relativement claire. La gauche aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est le nouveau Front populaire, donc c'est la France insoumise notamment. Quel regard vous portez sur la France insoumise ? C'est quoi pour vous ? C'est un allié inévitable, indésirable, souhaitable ? Non, je suis socialiste. Vous savez, lorsque j'ai démarré
ma fonction publique en tant que maire de Famec, j'avais une alliance avec le Parti communiste. Et j'étais pas majoritaire tout seul. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'à l'époque, même sur le plan national, le Parti communiste pesait plus que le Parti socialiste. Les choses se sont retournées quelques années plus tard. Donc je crois qu'on est dans cette configuration-là. Les alliances électorales sont nécessaires, indispensables à droite comme à gauche. On les pratique. On l'a pratiqué avec le NFP, on l'a pratiqué avec la NPS. Il n'y a pas de raison que ça se repratique pas dans le futur. Mais ça ne veut pas dire qu'on est les mêmes et qu'on propose la même politique. Au contraire, c'est le débat démocratique à gauche, entre partenaires de gauche, comme ça se fait à droite, entre partenaires de droite. Voilà. C'est ou la gauche ou la droite. Et si on en était resté là, et si Macron n'avait pas, d'une certaine manière, fichu le bazar, on aurait vraiment aujourd'hui une gauche et une droite, chacun discutant, et à un moment donné, c'est la majorité qui se dégage, qui pratique sa politique. Revenons un peu sur le nouveau Front populaire. Donc il y a une fracture, maintenant on voit bien, une fracture qui est nette, peut-être pas définitive, entre le Parti socialiste et LFI. Est-ce que pour vous, cette fracture, en fait, cette séparation, cette clarification vient un peu tardivement, un peu tard? Est-ce que vous l'auriez souhaité un peu plus tôt, de prendre un peu cette distance, voilà, que le PS prenne enfin, s'émancipe un peu de LFI? Non, pas forcément, parce que je pense qu'effectivement, chacun s'y est retrouvé, à la fois LFI, puisqu'on les a aidés à élire des députés, et il pourrait dire la même chose d'ailleurs dans l'autre sens. LFI nous a aidés à élire un certain nombre de députés. C'est une alliance électorale. Comme je le disais tout à l'heure, c'est tout à fait légitime. Vous savez, à l'époque des années Mitterrand, on croyait que les chars russes allaient débarquer à Paris. Ça, on ne l'a pas fait ce coup-ci. Dans notre alliance avec LFI, franchement, Mélenchon, ça fait moins peur que les chars russes à Paris. Donc à partir de là, oui, c'est logique qu'on ait des alliances électorales, et puis ensuite qu'on gouverne ensemble, et même quand on gouverne ensemble, sous Lionel Jospin par exemple, ça s'appelait la gauche plurielle, ça s'appelait pas Parti socialiste ou Parti communiste. Là, les mots sont assez durs actuellement, notamment de LFI, toujours, oui, vis-à-vis de ce non-vote de la motion de censure. Là, on parle de trahison, de socio-traître, enfin ça va. Écoutez, ils ont un tribun à leur tête qui tient lieu en quelque sorte de vigie au milieu d'un monde très comment dire, dépareillé. Il se fait remarquer simplement par ses excès. Voilà. C'est une manière pour lui de se faire entendre. Je pense que s'il ne pratiquait pas de cette manière, s'il n'utilisait pas des mots qui sont un petit peu vulgaires, on va dire ça comme ça, on ne l'entendrait pas tout simplement. Donc on encaisse, vous encaissez, et puis on continue. C'est plutôt nul, parce que je pense que quand on est homme politique, on doit savoir s'exprimer correctement et si possible montrer l'exemple, en particulier aux enfants. Et c'est vrai que par exemple, j'ai vu un tract récemment avec en fond Macron et puis dégage en travers. Je ne pense pas que c'est une manière effectivement de bien éduquer les gens à la démocratie. Mais bon, voilà, c'est son style. Il y a un autre tract actuellement, c'est on voit Olivier Faure et Marine Le Pen sur le même. J'ai vu ça. Sur le même, voilà. J'ai vu ça. Vos amis d'LFI, quoi. C'est tout. Oui, mais parce que amis ou pas amis, en tout cas, ils veulent se faire remarquer. Ils pensent que c'est de cette manière-là, en se faisant remarquer de la sorte, qu'ils vont ramener vers eux un certain nombre de leurs électeurs, qui, pour une petite et infime partie, pratiquent le même type de langage. Mais pour le reste, on se rend bien compte que ça ne marche plus et que ça marchera de moins en moins. Voilà. Et Mélenchon pourra crier de plus en plus fort avec l'âge, il ne pourra plus effectivement être sur le plan vocal au-dessus des autres. Et malgré tout ça, vous les regardez comme vous regardez les communistes, comme vous regardez les écolos? Oui. Bien sûr. Malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré ce qu'ils peuvent dire sur l'Europe. Écoutez, encore une fois, la politique s'est fait de compromis, mais pas qu'au niveau national, également au niveau local. Quand je dis compromis, c'est pas compromission, c'est simplement qu'on a le droit de penser différemment du voisin. À un moment donné, il faut savoir si on se met d'accord sur l'essentiel. Et moi, c'est assez simple. Hein. Il y a une gauche et il y a une droite. Hein. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait un centre. Le centre, c'est ou le centre droit ou le centre gauche, mais c'est pas le centre. Ça n'existe pas. Si le centre pouvait gouverner, il n'y aurait plus besoin d'élections. Hein. On serait tous au pouvoir. On ferait ça en agora et on prendrait des décisions en permanence et tous les jours par référendum. Ça n'existe pas, ça. Ce qui veut dire que le côté coalition un peu avec un Premier ministre qui est de centre droit, mais qui du centre, finalement, vous n'y croyez pas, vous pensez que ça n'a pas vocation à perdurer? Je ne pense pas que c'est dans la logique des choses. Encore une fois, la conception qu'on a du libéralisme, qu'on a de la République, le rapport à l'autre, sont des choses qui nous distinguent vraiment avec les rapports de force sociaux, les rapports de force sociologiques même. Il y a effectivement aujourd'hui des gens qui sont vraiment en difficulté et qui relèvent des décisions d'une Assemblée nationale qui ne les satisfait pas. Donc je pense qu'à terme, on aura de nouvelles élections,
tout simplement. Justement, vous pensez ça va tenir jusqu'à quand le Rassemblement national laisse entendre que tant qu'on ne peut pas redissoudre, c'est pas avant juillet, ils vont pas bouger. Vous pensez que ça va être le scénario qui va se présenter? Le Rassemblement national se prépare, comme Jean-Luc Mélenchon se prépare. Ils sont tous les deux candidats à l'élection présidentielle. À partir de là, je pense et j'imagine qu'on va aller vers effectivement une nouvelle dissolution, en espérant pour eux qu'ils feront mieux. Et s'ils ne font pas mieux, il ne restera plus que l'élection présidentielle pour trancher les débats, bien sûr. Mais bon, il y a encore un coup avant. On n'y est pas, mais je pense qu'on y arrivera. Vous ne serez toujours pas candidat s'il y a une nouvelle dissolution? On ne dit jamais non quand on fait de la politique, parce que je pense que les circonstances peuvent nous amener à prendre des décisions peut-être différentes de celles qu'on a pu imaginer à un autre moment. Donc, ni oui ni non, on va dire ça. Ça avait été déjà le cas la dernière fois, hein, parce que pour gagner contre le Rassemblement national, il fallait quelqu'un qui pèse, qui est votre cas. Vous auriez peut-être pu faire gagner la gauche. La difficulté, c'est qu'il y avait une candidate, qu'elle avait été désignée, et que comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis pour respecter les règles en général, et comme elle a été désignée dans les formes, voilà, on l'a défendue comme le coup d'avant. Là, la difficulté, c'est qu'on en est quand même à 2 défaites, et je n'oublie pas non plus que le vainqueur a fait un score relativement... Et c'est le Rassemblement national en plus. Et c'est le Rassemblement national, avec sans doute un des plus mauvais scores en Moselle, par exemple, pour le candidat. Donc voilà, ça nous laisse quand même un peu d'amertume, et je pense qu'il faudra bien réfléchir au coup d'après. C'est un petit souci, ça, quand même, la manière dont sont nommés les candidats, notamment à cause de LFI, puisque c'est des circonscriptions qui t'ont attribué. C'est jamais le meilleur candidat de la gauche qui finalement ressort. Il y avait déjà eu le cas la fois d'avant, c'est revenu cette fois-ci. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? C'est peut-être pour cela qu'on essaie de changer un peu les règles du jeu. Je crois que c'est pas celui qui crie le plus fort et celui qui décide le premier qui décide. Mélenchon l'a fait lors des élections en disant le programme du NFP, rien que le programme du NFP. Non, il ne faut pas raisonner de cette manière. Donc je pense qu'on aurait intérêt, nous, socialistes, à prendre plus souvent les devants et à mettre les autres au pied du mur. Après tout, on est à égalité, à minima. C'est possible, ça, de renverser cette tendance? On a l'impression que LFI était... Ils sont plus menaçants. Et je pense qu'on est peut-être un peu trop heureux. Donc si on a versé le processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on crie fort qu'on est les meilleurs. Peut-être qu'on va crier mieux en étant plus intelligible, mais ne pas lâcher non plus, ou peut-être en douceur, mais ne pas lâcher. Et si effectivement ça lâche, tant pis, on ira séparer de cette manière. Voilà, chacun comptera ses voix, mais malheureusement, on disparaîtra peut-être de l'Assemblée nationale et la France insoumise, et nous, et les écologistes et le Parti communiste. Quand je dis disparaître, on sera représenté symboliquement par quelques unités, et non plus par quelques dizaines ou centaines. Si on veut gouverner le pays, c'est des centaines. Mais ça, LFI le sait également. Alors Michel Lebgot, candidat aux législatives, peut-être une hypothèse, enfin, en tout cas vous dites pas non. Pourtant, on l'a souvent entendu ces derniers temps, devant des journalistes ou en public encore lors des vœux récemment que vous aviez menés en compagnie de Pierre Cuny, où là vous avez souvent la dent un peu dure vis-à-vis de la politique nationale, ou en tout cas même du Parti socialiste au niveau national. Donc c'est toujours le cas, ou vous avez toujours un regard un peu... C'est toujours le cas, mais bon, il ne faut pas confondre 2 choses. Le fonctionnement de la démocratie et de la démocratie parlementaire, que je trouve effectivement assez pitoyable et de plus en plus, puisqu'on ne respecte même plus la forme, on ne met pas de cravate, il y a manifestement un laisser-aller. De plus, les décisions sont quasiment prises avant qu'on arrive en séance, donc il y a une hyper-présidentialisation, plus forcée encore aujourd'hui qu'elle ne l'était sous les mandats précédents. Donc ça, effectivement, ce n'est plus le cas vraiment là actuellement depuis qu'il n'y a plus de majorité. C'est moins qu'on puisse dire. Quoique les décisions sont prises ailleurs aussi, elles sont prises dans les partis politiques, donc je ne me fais pas trop d'illusions sur l'amélioration effectivement du fonctionnement de la démocratie. Mais là, on parle d'une prise de pouvoir par un parti ou par un autre, et je crois qu'il est important qu'on ait de bons candidats. Et je ne suis pas candidat, je ne l'ai pas dit, mais en tout cas, ça mérite réflexion dans toutes les circonscriptions de France pour gagner la bataille électorale. Et pour gagner la bataille électorale, il faut mobiliser toutes les troupes, et il faut pouvoir les entraîner. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, tout est possible. Et en tout cas, pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup apprécié les années que j'y ai passées. J'ai eu beaucoup de regrets aussi, parce que c'est souvent assez frustrant. On ne décide pas, c'est décidé ailleurs, dans les cabinets ministériels ou dans l'entourage du président de la République. Mais c'est pas pour autant que c'est inintéressant. Ça reste quand même de la politique nationale, et ça concerne la vie de tous les Français, sans exception. Ça vous fait moins rêver? Vous trouvez qu'il y a un peu moins de profondeur dans les débats, peut-être, que ce que ça a pu être avant? Oui, je dirais que dans un mandat local, on connaît tout le monde vous connaît, on ne triche pas.
on sait que le résultat est effectivement, en général, la conclusion de votre action. Sur un plan national, c'est effectivement très frustrant, parce qu'en réalité, quoi que vous fassiez, la messe est dite ailleurs. Elle est dans les médias, elle est dans les partis politiques, elle est, je dirais, de façon de plus en plus liée aux réseaux sociaux, ce qui fait qu'on ne débat plus vraiment du fond du problème, mais plutôt de l'interprétation que fait l'un ou l'autre d'un mot déplacé ou mal placé ou irrespectueux. On en a parlé tout à l'heure. Justement, enfin, vous parlez de respect et puis de local, vous êtes plus connu, mais aussi vous êtes plus exposé. Voilà, vous avez été plusieurs fois insulté, même menacé. Menacé de mort, c'est ça. Il y a deux types de menaces. Il y a les menaces qui sont effectivement exprimées par des individus qui s'affichent. Bon, après tout, c'est la démocratie qui le permet. J'ai néanmoins porté plainte quelquefois, et 2 plaintes ont abouti parce que ça dépassait effectivement l'entendement. Ma famille elle-même se sentait menacée. Enfin bref, on jouait avec... Pas loin, quoi. Oui, ça allait trop loin et la personne a d'ailleurs été condamnée du sursis et depuis, effectivement, elle ne fait plus parler d'elle. Donc je crois qu'à un moment donné, nos institutions aussi par le pouvoir judiciaire peuvent régler ce type de problème. Là, c'est un sujet tout à fait différent puisque les lettres sont anonymes. C'était en fin d'année, donc, c'est ça fin d'année, mais ça dure depuis 2-3 ans. Et donc c'est toujours le même puisque c'est la même écriture. C'est d'ailleurs plutôt bien écrit. Voilà, c'est pas quelqu'un d'ignare, c'est quelqu'un, je pense, plutôt d'intelligent, mais qui manifestement, soit est obsédé par ma personne, c'est une première possibilité. Bon, j'ai pu faire du mal à certains, j'en sais rien, donc ça peut arriver. Soit est obsédé par sa haine du socialisme et du socialiste que je suis, par opposition à son modèle qui se trouve dans la ville voisine d'Hayange. Donc c'est en tout cas ce qu'il met en avant comme argument. Je serais fautif de ne pas savoir reconnaître à sa juste valeur la maire d'Hayange. D'accord. Rassemblement national. Rassemblement national, voilà. Donc on ne va pas donner plus de publicité à cette auteur de menaces, etc. Mais au-delà de ces menaces particulières, ce que je pense, en tout cas, c'est beaucoup d'élus qu'on reçoit ici, mais qu'on croise aussi, voilà, sentent qu'il y a de la tension, parfois de la violence presque dans les propos aussi. C'est le cas aussi dans les gens qui peuvent vous croiser dans votre vie quotidienne ou à la mairie quand ils viennent vous voir. Alors ça me gêne un peu moins parce qu'en général, on fait quand même le constat que lorsqu'on discute avec les gens, lorsqu'on les écoute, lorsqu'on veut bien leur donner un peu d'importance, je parle du plan local en tout cas, on arrive à dégager à un moment ou à un autre un moment de sérénité. Ceux qui effectivement n'écoutent rien relèvent plus, de mon point de vue, d'une prise en charge psychologique voire psychiatrique. Et ceux-là, malheureusement, ils sont eux-mêmes victimes, donc on ne va pas les accabler encore plus. Mais je pense que dans la discussion, et c'est justement l'intérêt d'être sur un mandat local, on arrive toujours à progresser. C'est peut-être pas lors de la première conversation, c'est peut-être la deuxième ou la troisième. Ça se passe dans un marché ou ça se passe au supermarché du coin, mais on y arrive quand même. Parce qu'on est obligé de vivre ensemble en réalité, sur le plan local. On ne peut pas simplement faire comme si de rien n'était, ça n'existe pas. Les gens qui vivent au même endroit que vous. Il y en a même qui viennent sonner à la porte, ça m'est déjà arrivé. Alors bon, on ouvre quand même prudemment. Une fois, j'ai pas ouvert, parce que là, manifestement, ça allait beaucoup trop loin. Je me suis dit, il va tout défoncer. Mais on est connu, on est repéré, donc on peut pas se cacher, c'est pas possible. Ça dit quelque chose quand même de ce qui est devenu le mandat de maire. Oui, il y a plein de maires qui disent, moi, je me représenterai pas parce que j'en peux plus de tout ça. Les règles du jeu ont changé. Ouais. Il y a quelques longues années, avant que le portable n'existe, quelqu'un m'a appelé une nuit en me disant, je vous réveille parce que moi, j'arrive pas à dormir. À côté, il y a trop de bruit, etc. Bon, il y a un mariage sans doute. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, je verrai ça demain ou après-demain. Voilà. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, avec le message, on vous envoie un message et on vous dit tout simplement, bon, faites cesser immédiatement le bruit, vous en êtes informé, vous avez réceptionné mon message, voilà, j'attendrai pas. Et les gens vont même un peu plus loin. Ils m'ont posé par exemple la question, après le Covid, c'était assez rigolo, la Poste vient d'ouvrir, est-ce que vous connaissez l'horaire d'ouverture de la Poste? À 11h du soir, puisque bien entendu, à 11h du soir, on est encore disponible. Et à 23h10, il m'a reposé une question, parce que j'ai vraiment été chercher... oui, vous avez comme répondu et pris la peine. J'ai fait une recherche, comme il aurait pu la faire. Je lui ai dit à quelle heure, effectivement, là. C'est ça, l'élu local, c'est bien. On peut vous appeler si voilà, je l'interdis pas. Simplement, dans les abus, le même gars m'a rappelé en me disant et pour la ville voisine de Romba, est-ce que vous savez? Donc je me suis arrêté là cette fois. C'est ça, être père en fait, disponible tout le temps, répondre à toutes les questions. C'est ça. Ouais. Et je comprends que ça puisse être harassant. D'un autre côté, c'est aussi valorisant. Enfin, je pense qu'il est clair qu'à partir du moment où on vous pose des questions, c'est que les gens espèrent qu'on détient quand même
certain savoir-faire sur les affaires en général, sur la vie en général. Et c'est bien. À défaut de curés ou de je ne sais trop quoi, qui sont... C'est juste un détail, mais une question par curiosité. Là. Donc votre numéro de portable, vous communiquez facilement, vous êtes administré, très facilement, et ça ne pose pas de problème. Et ça ne m'a jamais posé de problème. Alors là, il passe plutôt par Facebook Messenger. De toute façon, si ça vous oblige aussi à suivre. Si je donne pas le portable, le portable, il a au moins un avantage, c'est que vous répondez pas systématiquement, vous écoutez le message, vous attendez le SMS. Messenger, c'est différent, ça arrive directement, et s'il est ami avec vous, il faut répondre. Voilà, et je le fais jusqu'à présent, en tout cas, je l'ai toujours fait. Vous avez quelle perception des réseaux sociaux, vous, ça peut être utile? Vous communiquez pas mal quand même sur votre compte Facebook. Oui, je ne suis pas opposé. J'en fais beaucoup plus que je n'en faisais il y a quelques années. Mais je pense que les temps évoluent également et les gens sont de plus en plus présents sur ces réseaux sociaux. De mon point de vue, trop présents sur les réseaux sociaux. Mais nous, en tant qu'élu local, on peut compenser. Si je vais me balader sans faire de publicité à l'hypermarché voisin, je rencontrerai tous ceux qui m'envoient des messages. Voilà, donc on peut concilier les deux. Ce serait plus compliqué si, par exemple, j'étais dans une position de parlementaire ou dans une position nationale, puisque là, on ne peut pas répondre, évidemment, on a trop d'amis. Vous gérez vous-même vos comptes sur les réseaux sociaux? Alors, je gère l'essentiel de mes comptes. Alors, il y a le compte professionnel, LinkedIn, je prends un peu de recul quelquefois, mais quelquefois on répond à ma place, puisque je ne cherche pas une place actuellement. Je suis plutôt réalisé, voilà, l'essentiel de mon existence. Donc voilà, mais pour les autres, oui, c'est plutôt moi qui le fais, mais essentiellement Facebook. Je ne suis pas très présent sur d'autres réseaux. Je vais plutôt voir ce qui se passe sur d'autres réseaux, simplement. Puis Instagram, parce que ça détend de temps à autre. Et le fameux... Des photos. Oui. De cyclisme, de vélo, un peu? Alors ça, c'est embêtant, parce que comme je suis passionné par le cyclisme, je clique souvent sur le cyclisme. Et comme il y a des algorithmes qui font qu'on retrouve toujours ce qui vous passionne, a priori, à un moment donné, j'ai dans mon entourage des gens qui reçoivent que des messages politiques, et moi, je me retrouve sans messages politiques, avec des émissions cyclistes en permanence. Et c'est extrêmement frustrant, ou pas que je me demande si je ne vais pas effectivement ouvrir un deuxième Facebook cycliste à ce moment-là. Oui, parce que sinon, vous avez l'impression que la France entière fait du vélo, mais oui, alors que c'est pas forcément le cas, et là, je risque de perdre un petit peu le contact direct avec les gens. Alors, on a déjà mis un pied dans la politique locale, on va en mettre le deuxième, j'allais dire. L'actualité, c'est bien sûr le projet de fusion, qui est bien engagé, c'est plus un projet, le chantier est ouvert entre Porte de France, Thionville et puis Val-de-Fensch, pardon, je cherche le mot, merci Aurélia, Val-de-Fensch que vous présidez. Voilà. Donc c'est prévu de manière officielle opérationnelle le 1er janvier 2026. On va parler un peu de cela. Donc déjà peut-être nous rappeler pourquoi vous avez souhaité. Alors c'est un combat, vous allez nous redire que c'est un combat de longue date, parce que vous l'avez dit, redit, voilà, oui, 30 ans que vous travaillez sur le sujet. J'insiste. Mais pourquoi depuis 30 ans, en fait, vous avez cette idée-là, cette marotte en tête de fusionner avec le voisin? C'est lié au vécu, tout simplement. Moi, je me souviens que lorsque je révisais mes cours, par exemple, au lycée, il m'arrivait d'aller à Thionville, dans un parc tranquille, parce que Thionville, c'était déjà notre agglomération. Il m'arrivait d'aller, là, je peux faire de la pub aux Nouvelles Galeries, c'est plus tellement tendance, c'était à Thionville. J'allais aussi souvent à Thionville, voire plus à Thionville qu'à Ariange. Dès que j'ai pu le faire, sans compter le Linclin, qui est évidemment très connu dans notre département, les gens allaient déjà travailler dans la sidérurgie, et nous allions consommer à Thionville, parce que c'était plutôt une ville commerçante, et on ne s'ignorait pas. D'ailleurs, l'agglomération thionvilloise au sens INSEE du terme, c'est les communes de la Fensch, plus Thionville et pas tellement l'arrière-pays. Donc c'est une évolution normale, logique. Je suis absolument pas surpris qu'on arrive à cela. Simplement, jusqu'à présent, les conditions n'étaient pas réunies, puisque j'ai quand même été longtemps, effectivement, un politique considéré comme rose ou rouge par certains, et certains étaient tellement, scandalisés qu'on puisse l'être, qu'ils ne nous accueillaient même pas dans leur ville. Donc, on était persona non grata à Thionville, par un certain maire. Inutile que je vous cite son nom, je crois que tout le monde a oublié des lèvres. Voilà, notamment. Et il y avait quelques autres élus qui ne voulaient pas forcément me voir non plus, parce que je crois que ce qu'on est en train de réussir, c'est de surmonter l'opposition ancestrale droite-gauche dans l'intérêt du territoire. Moi, je ne vais pas perdre ma qualité de socialiste, je ne l'ai jamais perdu, et CUNY, je crois qu'il est aujourd'hui Horizon, il va rester Horizon, voilà. On va revenir sur le duo que vous formez avec Pierre CUNY, mais là, vous ne répondez pas vraiment.
finalement, pourquoi il y a besoin? Ok, il y a la proximité, mais Ouais. c'est quand même important. En fait, deux agglos, d'un côté, je crois, 70 000 habitants, de l'autre 84 000 habitants. Voilà, on ne dit pas simplement parce que c'est des voisins, on fusionne, c'est naturel. Il y a quand même une stratégie derrière, j'imagine. C'est une première réponse. Déjà, de dire qu'on va peser 150 000, 160 000 habitants. La deuxième conséquence, c'est qu'on sera beaucoup plus fort. Nous, les communes moyennes et petites, Thionville aujourd'hui représente dans son agglo 50% à peu près des voix. C'est-à-dire que Thionville peut faire ce qu'il veut, quelle que soit effectivement la position. Thionville au sein de son agglo, voilà. Quoi que pense Suse, quoi que pense Manom, quoi que pense Terville, quoi que pensent toutes les petites communes qui y sont rattachées, Thionville fait de toute façon la loi. Avec le nouveau mode d'organisation qu'on met en place, Thionville sera à peu près à 19 ou 20%. Donc on va avoir des débats qui vont être beaucoup plus passionnants entre les partis politiques notamment, mais entre également les différents secteurs. Et de temps en autre, on fera peut-être pencher la balance par des majorités vers d'autres solutions, vers d'autres décisions en termes d'équipement, en termes de services. Je pense en particulier à tout ce qui est universitaire, mais à tout ce qui est également médical, à ce qui est aussi résidentiel. On peut effectivement inverser en quelque sorte une tendance qui fait qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes uniquement industriels et eux qui sont uniquement tertiaires dans l'opinion publique, alors que la réalité, c'est déjà plus ça aujourd'hui. Entre le Luxembourg, le développement de la sidérurgie, nos zones d'activité qui sont pleines à craquer, aujourd'hui, cette conurbation existe déjà. Mais il y a des services qui ont disparu dans la FENCH. Un commissariat, urgence pour les hôpitaux, tribunal, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et je crois qu'on sera mieux servi si effectivement on fonctionne dans une grande agglo qui aura à faire des choix peut-être un peu différents. Parce qu'ils seront plus tout seuls à décider. Concrètement, les habitants de Famec verront une différence? Ça va changer quelque chose dans leur vie? J'espère qu'ils verront. S'il y a, par exemple, un petit campus universitaire à Uckange, je pense que ce sera effectivement intéressant pour eux. Ce campus n'aurait jamais vu le jour, évidemment, si on était en compétition avec Thionville. Thionville n'aurait jamais proposé un campus universitaire à Uckange, par exemple. De la même manière, sur le plan de la mobilité, on a fait un parking à Metzange pour, soi-disant, les Thionvillois. Après coup, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'habitants de la FENCH qui occupent indépendamment des nomades. Mais c'est le parking de covoiturage pour aller vers le Luxembourg. Voilà, tout à fait. Et donc, on s'est rendu compte finalement que c'est nous qui allions le plus utiliser ce parking. Alors, de deux choses une, ou on fait un parking silo, par exemple, à Uckange, on en a besoin, ou alors on continue de fonctionner avec ce parking de Metzange, mais on aurait dû le décider ensemble, puisqu'en réalité, seul Thionville l'avait payé. Et donc, on a dû prendre ensuite la décision de Val de Fench de payer après coup pour que des gens du Val de Fench puissent y aller, puisqu'ils étaient plus nombreux que les gens de Thionville à y aller. Vous voyez bien qu'il y a une interaction permanente dans cette grande agglo, qui reste petite en termes de distance entre les communes. C'est une continuité urbaine. Ça a l'air idyllique, comme vous nous présentez là, mais il doit quand même y avoir des petits points de friction. Ça, il faut le voir avec ceux qui ont voté contre, le maire d'Hayange. Je crois qu'il y a encore un ou deux autres conseils municipaux qui se sont prononcés contre. L'inconnu fait toujours peur. Moi, je ne suis pas en train de vous promettre le paradis. On va continuer de vivre au jour le jour, à peu près comme on vit aujourd'hui. Je pense que ça renforcera aussi le rôle des communes. Je crois beaucoup, effectivement, à la force de la commune. Je crois qu'elle ne disparaîtra pas dans le concept de notre République. C'est là qu'il faut renforcer les liens entre le citoyen et puis les habitants. Par contre, cette grosse agglo s'occupera mieux, à mon avis, des gros projets. Aujourd'hui, on a 36 syndicats qui tout décident des choses, qui quelquefois ne font pas forcément l'unanimité lorsqu'on revient dans nos conseils communautaires. Là, on sera vraiment tous ensemble, les 23 maires, autour de la table, à décider de tout. Et il faudra bien qu'on passe aussi, peut-être de temps à autre, des compromis, mais en tout cas, tous les maires seront décideurs, alors qu'aujourd'hui, on délègue assez souvent à des conseils, à des syndicats très variés, dans tous les domaines, que ce soit les ordures, que ce soit la mobilité. On s'en rend compte avec la mobilité. Si on n'avait pas pris le taureau par les cornes avec le maire de Thionville, je crois qu'on serait encore avec des bus qui n'arrivent pas à l'heure, qui récupèrent pas les gosses pour les amener à l'école. On a anticipé en quelque sorte sur le fonctionnement de la grande agglo, et on a plutôt bien réussi. On n'est pas du tout sur un schéma du gros, de la grosse Thionville qui mange le petit Val de Fench. Non, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Il passe de 50 à 19, je crois. En termes de délégués communautaires, c'est 3 fois moins. Donc, incontestablement, non, j'exagère 2 fois moins. C'est incontestablement un rééquilibrage plutôt en faveur des communes moyennes. Pourtant, le premier président, le président, oui. le premier en date, en tout cas, chronologiquement, ça sera Pierre Cuny. Après, ça sera certainement, il y aura des votes qui évidemment. Oui, bon, je pense que. Lieu, mais c'est logique.
logique que ce voilà, soit, pour vous, c'est logique que ce soit la ville la plus importante qui... Oui, je ne cherche pas ni une médaille, ni je veux dire, le sceptre de la victoire. Hein. On est dans un compromis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que je jouerai un rôle important, évidemment, dans cet aglo, peut-être un peu différent de quelqu'un qui n'aurait pas été président avant. Il est évident qu'on a un horizon limité quand même à 2032, l'un et l'autre. On est parfaitement conscient. Donc je crois qu'on se partagera les rôles intelligemment. On a envie de bosser. Je ne pense pas qu'on ait envie de faire chacun 12 heures ou 14 heures tous les jours. Donc on se répartira le boulot, en quelque sorte, sans compter tous les autres vice-présidents. Une question qu'on peut se poser lorsqu'il y a des fusions comme ça, on l'a vu avec les régions ou avec d'autres fusions, on pense que toujours le discours théorique, c'est on fait des économies, mais on se rend compte que ce n'est pas tout le temps le cas. Ouais. Est-ce que là, que disent les prévisions, les budgets, les projets que vous avez mis en place? Est-ce qu'il va y avoir de la mutualisation de services réelle, vraiment, ou est-ce qu'on va simplement avoir additionner des fonctionnaires, additionner des services, etc., etc. Non, je pense qu'il y aura de la mutualisation. C'est tout l'intérêt d'avoir des grosses collectivités comme Famec, comme Florange, comme Hayange, pour travailler avec des grosses collectivités comme Thionville, alors que pour l'instant, nous ignorons totalement. Donc je pense qu'on ne fera pas d'économie, ça j'y crois pas. Depuis des années, je pense qu'on disposera d'un budget plus important, puisque par définition, on va changer de catégorie, de classe, et donc on sera plus aidé qu'on ne l'est aujourd'hui en termes de dotation de l'État, mais également, j'espère, en termes d'emprunt ou en termes d'aide de la région, du département. Je suis bien conscient que les amis aident les amis. Hein. Donc là, on aura toute sensibilité politique confondue, et quelle que soit l'hypothèse, on aura toujours des amis quelque part. Tant sur le plan national que sur le plan local. Justement, peut-être insister sur ce duo avec Pierre Cuny, vous l'avez dit, voilà, vous êtes PS, il est Horizon. Juste avant, et je pense que Roya vous interrogera là-dessus, mais quand même, vous avez dit, il y avait des problèmes avec le maire M. Demange à l'époque, mais entre-temps, il y a eu quand même deux autres maires. Il y a eu Anne Grommersch, et puis il y avait Bertrand Mertz, Bertrand Mertz socialiste. Et là, à l'époque, vous aviez discuté un peu avec lui Oui, je pense que les conditions n'étaient pas totalement réunies du côté d'autres élus, que je ne citerai pas, mais sur le plateau, il y avait des maires comme le maire de Fontoy, par exemple, voire le maire de Tressange, qui n'y était pas très favorable, parce que c'était des adversaires politiques. Ça penchait trop à gauche, pour le coup. Ça penchait, voilà, il ne l'aurait pas accepté, en quelque sorte, parce qu'on serait arrivé quasiment à égalité. Donc les conditions n'étaient pas réunies. Je le regrette profondément, parce qu'on aurait pu créer à l'époque une grande intercommunalité qui allait jusqu'à la frontière, avec ce qui est aujourd'hui le Pays Val d'Alzette. À mon avis, ça viendra. Oui, voilà, c'est qu'une étape pour vous, cette fusion? Je crois que le préfet ne pouvait pas faire autre chose que d'accepter la fusion de deux grosses intercos. Maintenant, si on rentre plus dans le détail, si on doit faire un peu de découpage, ça pourra se faire que lorsque le préfet on aura effectivement l'autorisation et l'autorité. C'était pas le cas dans l'immédiat. On a commencé par le plus simple à faire, finalement, à fusionner les deux agglos qui se ressemblent, parce qu'on a fait à peu près le même budget, on a à peu près les mêmes compétences. Donc la mise en commun n'est pas très compliquée en réalité. Mais bon, on ne s'arrêtera pas là, je pense. Parce qu'il y a du sens d'aller soit vers l'est, soit vers l'est, vers Cattenom, ou alors... Moi, je pense d'abord au PIO. C'est une logique totale. Enfin, moi, j'avais proposé à l'époque, quand on ne pouvait pas faire la grande agglo, d'inclure au moins ces communes-là. Mais bon, voilà, il y a un élu qui a fait frontière avec sa commune en disant « il est hors de question qu'on fusionne avec vous ». Et donc, je n'ai pas pu le enjamber pour aller jusqu'à Rédange, on a fait une communauté d'agglomération à minima, je dirais, dans la vallée de la Fenge. On aurait dû être beaucoup plus grand, mais c'est pas grave, voilà, on y arrive quand même, petit à petit, avec des nouveaux élus. Et le fantasme, pas le fantasme, parce que pour Dominique Gros, c'est pas un fantasme, il avait poussé cette idée-là, c'est d'aller de Metz à Thionville. Pour vous, est-ce qu'un jour... Ce fut également une idée parmi d'autres. Ouais. Mais est-ce qu'on y arrivera un jour? Mais à quelle difficulté on a été confronté simplement pour essayer de se rassembler à quelques-uns, Thionville par exemple. Je crois qu'il ne faut pas rêver, on n'arrivera pas aujourd'hui à créer une conurbation aussi importante, d'autant que Thionville a sa propre dynamique. À une certaine époque, on aurait pu dire, bon, on va chez les plus riches parce qu'on ne s'en sort plus. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a un potentiel financier, un potentiel de PMI, de PME, de gens diplômés qui leur permettent de fonctionner. En plus, on a maintenant un rôle central, évidemment, entre le Luxembourg et puis Metz, donc je crois qu'on va en rester là. Et bon, alors, au-delà d'une vie, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, à vue d'homme, pour l'instant, on en restera là. Sans parler de fusion, vous avez quelle relation avec l'Eurométropole de Metz? On n'a pas tellement, on va dire. On a sur les sujets un petit peu obligatoires, comme par exemple
les ordures ménagères, enfin le traitement des déchets, parce que là on est obligé d'avoir effectivement un périmètre plus large. Pour le reste, on est plutôt tourné, nous, Thionville, Luxembourg, clairement. De la Fensch, on ne va pas naturellement vers Metz, tout simplement parce que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas les bus qu'il faut, il y a pas, voilà. On aurait pu l'imaginer, hein, pourquoi pas, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Le maire de Metz ou les maires de Metz qui se sont succédés ont même imaginé à une époque de rapprocher Thionville de Metz et même de Briey, qui est pourtant en Meurthe-et-Moselle. C'est compliqué. Hein. Donc, on a été pragmatique là aussi. Hein. À un moment donné, il faut savoir abandonner les projets qui sont un peu illusoires et tenir, réaliser ce qu'on tient véritablement en main. Si on revient au duo que vous allez former avec Pierre Cuny, comment ça s'est fait votre rencontre tous les deux? Ça a tout de suite matché, et pourquoi ça a matché alors que vous êtes socialiste et il est quand même plutôt centre droit? Écoutez, je discutais assez souvent avec Anne Bromerge qui l'a précédé, qui était peut-être un peu plus politique nationale, j'allais dire. J'ai trouvé en Pierre Cuny, au moment où moi-même je laissais un peu de côté les activités nationales, en particulier mon mandat de député, j'ai trouvé un interlocuteur, j'allais dire, humaniste, ouvert à la discussion, ce que m'ont confirmé d'ailleurs un certain nombre de ses patients qui l'ont connu, qu'il l'adorait en tant que médecin. Donc je pense qu'il y a effectivement une volonté de Pierre Cuny ou Pierrot, selon l'appellation qu'on pratique. Oui, parce que voilà, c'est Voilà, Pierrot et Michou. Hein, Pierrot et Michou. C'était au moment des vœux. Je ne sais pas si cette blague-là, vous la refaites à d'autres occasions. On l'a improvisé. On l'a improvisé comme ça parce que vous répétez pas en vue d'un one-man show ou un truc comme ça, non? Two-man show, du coup. Two-man show. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. On peut encore faire mieux que one-man show. Non, franchement, moi j'ai trouvé ça un moment très, très agréable de pouvoir échanger les deux ensemble, ce qui prouve effectivement qu'il n'y a pas de sujet tabou, mais surtout on est prêt à discuter de tout, quel que soit effectivement le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que la démocratie au sein de la nouvelle agglo, vous savez, on aura le RN, on aura le PC, on aura le PS, on aura Horizon, on aura la droite républicaine. Ça peut être, y compris, comme vous le disiez tout à l'heure, au-delà de l'élection de l'année prochaine, ça peut être sportif, hein, plus sportif que ça ne l'est aujourd'hui dans nos agglos. Aujourd'hui, Thionville domine à Thionville, et chez nous, on a toutes les sensibilités, mais un seul vrai opposant, le RN. Ça changera avec la grande agglo, qui va devenir un vrai lieu de démocratie. Aussi, ça fonctionne bien aussi parce qu'au-delà de, enfin, il n'y a pas d'ambition personnelle. Il y a peut-être des ambitions et des projets, chacun, voilà. Mais que, par exemple, pour les législatives, vous n'êtes pas sur la même circonscription, potentiellement. Donc, en fait, il n'y a pas la volonté d'avoir un leadership peut-être sur son territoire. Je ne dis pas que Pierre Cuny va partir aux législatives. Hein. On interrogera la prochaine fois qu'on l'aura sur le plateau. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de volonté de problème de pouvoir, quoi. Ça facilite les choses, de toute évidence. Mais je pense que c'est plus une question de personnalité quand même qu'une question d'engagement politique sur un mandat particulier. On s'est compris et on s'est dit qu'effectivement c'était le moment ou jamais. Toutes les étoiles s'étaient plus ou moins rassemblées pour qu'on puisse imaginer cette grande agglo, et on l'a fait tout simplement. Reposant aussi sur des élus d'expérience, y compris par exemple du côté Fensch, des élus communistes qui ont été dans le même sens, tout en s'étant interrogés pendant longtemps, mais aussi aidés par des jeunes élus qui viennent d'arriver et qui trouvent effectivement que c'est logique qu'on travaille tous ensemble. Donc finalement, anciens et nouveaux, on a trouvé ce beau compromis qui fait qu'aujourd'hui, quand on se réunit, on est 23 maires autour de la table. C'est ni trop, ni pas assez, c'est vraiment le bon nombre, me semble-t-il. Question peut-être Aurélia sur les municipales. Oui, j'allais. Parce qu'on n'a pas parlé. On a parlé de la lassitude du maire, mais on n'a pas parlé de vous et de votre avenir municipal. Ouais. Vous allez, question simple, vous y retournez? A priori, oui. Enfin, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. On a des projets qui sont en cours, on a des projets à venir. Même si la ville s'est considérablement transformée, il faut faire vivre maintenant cette ville nouvelle. Et on y réussit plutôt pas mal. C'est une ville qui n'est pas forcément facile à gérer. Hein. On a des populations qui sont aux extrêmes. Hein, on a des bailleurs sociaux pour les plus pauvres des pauvres, hein, parce que ce sont des bâtiments qui ont été construits dans les années 60, qui coûtent pas cher en loyer, et puis on a des résidences avec abri anti-atomique, donc voilà, avec des gens qui ont des ressources considérables, mais tout le monde y trouve aujourd'hui plus ou moins on a deux centres-villes, si vous voulez, un centre-ville autour de la mairie,
qui n'est pas vraiment identifié, c'est un centre-ville administratif. Et puis on a finalement réussi à créer un deuxième centre-ville autour de la zone commerciale et artisanale de la Felletière, où on ne manque plus de rien pratiquement. Tout s'y trouve, on y trouve de tout. Et donc les gens vivent heureux dans cet espace. Ils se croisent, voilà, ils ne s'ignorent pas en tout cas. Et le temps qu'on a connu où il y avait un centre pour les Arabes et un centre social pour les gens du Cru est totalement révolu. Je le dis un peu violemment, mais c'est comme ça qu'aujourd'hui on a un festival du film arabe qui est autant fréquenté par des gens qui viennent de l'extérieur que par des gens qui habitent la commune. Donc on a vraiment passé un cap et je voudrais surtout pas ne plus exister dans ce moment privilégié qui est le nôtre aujourd'hui à Famec. Donc je serai candidat, ce qui ne laisse pas pour autant laisser poindre l'idée que je serai toujours candidat. Mais ravi, quoi. C'est pas votre projet. En tout cas, il y en a 2 ou 3 qui pourront le moment venu me remplacer. Donc c'est pas le problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille entre anciens et nouveaux. Et il y a des petites perles qui sont en train effectivement de voir le jour. On voit au niveau national le Rassemblement national grappille dans la vallée de la Fensch des voix. Ouais. Ça sera votre adversaire principal? Est-ce qu'il y a un candidat qui va émerger? Vous avez des informations? Je sais pas. C'est notre adversaire principal. C'est compliqué parce qu'il fait de la proximité dans sa ville. Donc, quand vous faites de la proximité, vous pouvez effectivement être vu positivement par vos habitants. Je le reconnais, cela. Je le reconnais d'autant plus que tout au début de ce mandat, il a dit « je vais vous imiter ». Donc, depuis, il le dit plus. Mais bon, en tout cas, il me l'avait dit tout au début du mandat. Et au-delà de la proximité, il fait un peu de démagogie. Bon, je crois qu'il a quelques difficultés budgétaires aujourd'hui. Il tape sur l'agglo et ça s'appelait évidemment. Qu'on tape sur les autres, quand soi-même on a des gros problèmes, il faut toujours chercher le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est l'agglo. Donc l'objectif, c'est effectivement à un moment ou à un autre de le battre. Parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'à Hayange, les transformations, c'est l'agglo qui les réalise. On fait des projets, on a fait un terrain de rugby, on a une piscine, on a une maison pour une crèche, comme on les appelle. Demandez au maire d'Hayange, quand vous le verrez, ce qu'il a réalisé comme gros projet. Au bout de plus de 2 mandats, c'est pas grand-chose. Voilà. Et je suis pas là pour me fâcher avec tous les Hayangeois. Je trouve simplement que c'est dommage pour eux. C'est quoi alors, voilà, c'est la recette, on l'avait vraiment, elle sera appliquée, mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut vraiment réussir à mettre en œuvre pour faire barrage au Rassemblement national dans des communes comme la vôtre, dans une circonscription comme la vôtre? Moi, je crois que c'est plus un problème de commune ou de circonscription. Et ils sont installés partout. Peut-être qu'ils ont un peu d'avance dans certains territoires. C'est sans doute vrai également du côté de Styria-Madel ou de Saint-Avold, etc. C'est vrai dans la vallée de la Fensch. Moi, je pense qu'il y a des questions qu'ils posent auxquelles on répond mal actuellement. Je pense en particulier, effectivement, une certaine forme de communautarisme qui existe. Il ne faut pas se voiler la face. Normal. C'est le cas aussi chez vous? Oui, je pense qu'il y a une sensibilité qui s'exprime aujourd'hui et qui est le contrepoint de la sensibilité d'extrême droite. Et je pense qu'il faut essayer de bien comprendre qu'on n'a peut-être pas tout réussi dans cette société. Je disais tout à l'heure qu'on arrive à vivre ensemble. Il y a quand même des gens qui sont encore trop pauvres et des gens qui s'en sortent trop bien. Et donc, il faut qu'on retrouve effectivement des facteurs positifs pour que tout le monde se rassemble et que les campagnes populistes ou communautaristes ou d'exclusion de l'autre ou de nationalisme, enfin, ce qu'on voit se développer dans le monde entier aujourd'hui, dans les pays et dans les collectivités, puissent reculer. Mais c'est un problème qui est au moins français, si c'est pas un problème mondial. On le voit avec l'élection de Donald Trump. Ce qui prime aujourd'hui, c'est moi d'abord, ma communauté d'abord et le reste après. Et ça, c'est malheureusement une période préoccupante qui pourrait même aller jusqu'à des extrémités sur le plan mondial. On voit bien, on est quand même au bord de la guerre à un certain moment, dans certains pays, mais on peut imaginer le pire dans les années qui viennent si cette mentalité n'évolue pas. Vous estimez que la gauche et le Parti socialiste ne sait pas ou n'a pas su parler des questions d'immigration, de sécurité? Je pense qu'on a un certain nombre de bien-pensants chez nous, au Parti socialiste, qui ne connaissent peut-être pas cette réalité. D'où d'ailleurs le regret que j'ai de voir aussi cette fonction député-maire disparaître, parce que je pense qu'on voit des choses, on s'interroge et on se dit qu'il faut les régler des deux côtés. Il faut un peu moins de communautarisme d'un côté, mais de l'autre également. Il faut un peu plus d'ouverture, des gens qui s'en sortent mieux. Et ça, c'est un discours que l'on n'a pas peut-être su
renouveler au Parti socialiste. Il faut que nous le fassions. On voit bien qu'il y a un espace pour la social-démocratie. Macron a fait croire à l'époque qu'il allait nous remplacer en quelque sorte, puisque son électorat au début était de gauche. On voit bien aujourd'hui qu'après avoir détruit la gauche et la droite en apparence, c'est la gauche et la droite qui à nouveau, avec le Rassemblement national, arriveront aux affaires l'un ou l'autre. Enfin, prochaine présidentielle, c'est ou un candidat de gauche ou un candidat de droite qui triomphera, sauf si effectivement on fait la politique du pire et on laisse Mélenchon et Marine Le Pen s'opposer. Je reviens sur la situation de Famec, vous l'avez évoqué, cette cohabitation entre d'un côté des gens issus de milieux très modestes, assez pauvres, le communautarisme aussi, et puis des gens qui ont plus de revenus, certainement liés au Luxembourg. Je pense que c'est une difficulté pour toute la zone frontalière, notamment cette voilà. Mais comment on fait, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour éviter qu'il n'y ait pas justement une ghettoisation ou une fracture entre deux catégories, voire trois catégories de la population? C'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire pas si compliqué que ça. Lorsque les personnes âgées à une époque craignaient de voir effectivement des jeunes filles en jean les agresser, on leur a demandé de venir danser au centre social ou de venir danser dans notre salle municipale quand les personnes âgées se rassemblent, comme elles ont été aussi à l'EHPAD, pour se rendre compte que finalement chacun a ses difficultés, chacun a ses problèmes. J'ai parlé du festival du film arabe tout à l'heure, c'est pas un festival pour les Arabes de Famec, c'est un festival pour tout le monde, y compris pour les gens qui ne sont pas arabes évidemment. Et ça fonctionne très bien, même si il y a toujours encore effectivement une différence sociologique entre les gens qui font les gâteaux puis ceux qui viennent voir les films les plus complexes, bien sûr. Mais bon, après, c'est la diversité du monde qui fait cela. L'essentiel, c'est que chacun se retrouve reconnu. Et ce qu'on a essayé de faire sur Famec, c'est effectivement que chacun se retrouve reconnu. Moi, ça me gêne pas d'avoir une association turque et française, ça me gêne pas d'avoir des associations qui rappellent le pays à partir du moment où ils sont par ailleurs très présents dans la vie locale. Au sein du conseil municipal, on a des Capverdiens, on a des personnes d'origine turque, des personnes d'origine italienne. J'ai 3 adjointes d'origine maghrébine et ça fonctionne très bien. Et ces adjointes, pour parler d'elles, puisqu'elles sont quand même 3, ce qui n'est pas rien sur 9, elles sont parmi les meilleures dans les contacts avec, y compris des gens qui ne sont pas d'origine maghrébine. Voilà. Il faut oser, à un moment donné, donner effectivement à toutes et tous la chance de réussir, et pas se cantonner à recruter toujours dans les mêmes milieux. Vous avez 66 ans, c'est ça? Oui, voilà. Qu'est-ce qui fait courir... Bientôt 67. Bientôt 67. Qu'est-ce qui fait courir encore, ou qu'est-ce qui fait encore rouler? Parce que vous êtes cycliste, qu'est-ce qui fait encore rouler, Michel Libotte? C'est quoi votre moteur pour continuer à avoir la foi de repartir à un nouveau mandat, etc., etc. Avec en plus le contexte et les menaces que vous avez vécues, etc., etc. Comment on garde la foi, en fait? Le premier moteur, c'est le vélo sans moteur, justement. Donc, je dis, j'ai essayé de m'entretenir. Mais comme je me le dis quand je réfléchis sur moi-même, évidemment, puisqu'on a tous une interpellation par rapport à ce qu'on va faire dans le futur, à ce qu'on est, la sérénité qu'on acquiert un peu avec l'âge, c'est au moins des avantages par rapport à la jeunesse. Je me dis que si j'arrêtais effectivement d'être un homme public, d'être actif pour les autres, avec les autres en interaction, je ferais peut-être quand même pas de vélo 8 heures par jour. Et j'essaie de me dire ce que je ferai le temps où je ne ferai pas de vélo et pas de politique. Et je me dis que ce serait un peu difficile à combler parce que je suis nul en bricolage. Je suis incapable effectivement de réaliser des choses. Pardon. On pourrait y apprendre. Oui, mais je pense que vu le temps qui me reste, je préfère profiter de ce que je ressens déjà comme un plaisir plutôt que d'apprendre à faire du piano ou effectivement à construire une baraque au fond du jardin. Merci Michel Libotte, ce sera votre mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de Sans Filtre. Merci Aurélia pour cette première. Remercions bien sûr à nos partenaires Orange et la Maison Bianchi. Nous vous donnons rendez-vous le 27 février avec comme invité Valérie Debord. À bientôt.